Bienvenue sur ce podcast Les sciences au féminin pluriel. Ce podcast a pour but de donner la parole à des femmes scientifiques afin qu'elles puissent vous présenter leur parcours, leurs travaux, mais aussi parler de leurs hobbies et d'autres questions un peu plus intimes. Dans ce podcast, je donne rendez-vous à des femmes scientifiques sur leur canapé autour d'un thé dans une ambiance décontractée. J'espère que leurs histoires vous plairont et je vous souhaite une belle écoute. Donc bonjour Karine. Bonjour Elva. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Karine Monceau, je suis maître de conférence à La Rochelle Université et je suis rattachée au Centre d'études biologiques de Chizé pour ma recherche. Et sur quel sujet tu travailles ? Alors, je travaille principalement sur les effets de l'homme sur l'avifaune. Alors, en vrai, pas que chez les oiseaux, mais principalement, et plus spécifiquement sur les effets des pesticides. Ok. Est-ce que tu aurais 3 mots pour te décrire ? Non. D'accord, ça va aller très vite. Non, je sais pas. Enfin, comme tu m'avais donné les questions à l'avance, ça fait partie des... Enfin, j'avais regardé vite fait et non, je ne saurais pas me définir et presque à la limite, je préférais te demander, toi, 3 mots qui pourraient me définir. Moi j'aurais dit, je sais pas, déterminé. Je pense que ça te correspond bien. C'est dur, hein ? Ouais. Même pour moi aussi, c'était dur. Alors j'allais dire extraverti, mais en même temps introverti, alors c'est un peu contre... Ou alors contraire. Tu es contraire. Mon Dieu, je suis bipolaire en fait. Oups. Ouais, et puis un 3e mot, passionné. Je pense que il en faut de toute façon, je pense, dans la recherche. Oui. Est-ce que tu te souviens depuis quand tu voulais te lancer dans une carrière scientifique ? Alors en sciences de façon générale depuis toute petite parce que j'étais plutôt bonne dans les matières scientifiques. Dans ma famille il y a plutôt des scientifiques. Mon grand-père était ingénieur, mon père est ingénieur, mes cousins, ma cousine sont ingénieurs. L'ingénierie c'est pas forcément ce qui moi m'intéressait. Et la partie recherche c'est venu pendant ma première année à l'université. Au lycée, j'étais pas très très bonne, notamment en bio, c'était la matière dans laquelle j'étais la plus mauvaise. Ah. Ouais. La génétique, tout ça, c'était vraiment pas possible, ce qui est assez paradoxal maintenant, avec du recul. Et à l'époque, mon père m'a amené faire le tour des centres d'orientation, tout ça, pour essayer de trouver un petit peu ce que j'allais pouvoir faire par la suite. Et là où j'étais plutôt moins mauvaise que dans les autres matières, c'était en chimie. Et on m'a conseillé de faire pharmacie. Donc j'ai fait 2 premières années de pharmacie, que c'était pas une réussite en soi, mais c'est pas très grave. Mais par contre, j'ai eu une prof de biologie animale que j'ai trouvée vraiment géniale. Elle s'appelait Madame Cabane. Et elle m'a vraiment marquée et je pense que si j'ai continué par la suite, c'est en grande partie grâce à elle. Grâce à cette rencontre. Et pourtant, c'était pas quelqu'un d'aimable en cours, rien du tout, mais elle était passionnante et c'est là que je me suis dit, bah voilà, je veux faire ce qu'elle fait, je veux enseigner et je veux faire de la recherche, sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière à l'époque. Ça, on l'apprend après. Et donc, tu as suivi quel parcours, donc, si j'ai bien compris, donc pharma ? Pharmacie, comme je n'ai pas eu le concours mais que j'avais la moyenne, je suis passée en 2e année de DUG biochimie et biologie cellulaire à Bordeaux 2. Après j'ai dévié un petit peu plus vers l'écologie en faisant une licence biologie des organismes à Bordeaux 1. Je suis partie faire, c'était une maîtrise à l'époque, une maîtrise biologie des populations et des écosystèmes à Rennes. J'ai fait une année blanche. Une année de stage où j'ai travaillé sur des escargots, sur des blattes, et dans une asso du côté de Bordeaux qui s'appelle Sistude Nature. J'ai pas été prise en master 2 à Rennes et je suis partie à Dijon dans un master 2 qui s'appelait à l'époque Gènes, Sélection, Adaptation. D'ailleurs c'était peut-être un DEA et pas un master 2. Et c'était la différence ? Entre le DEA, oui. Merci de me faire remarquer que je suis vieille. Je dis ça pour les gens qui écoutent, ils sont pas au courant. Avant la réforme LMD, donc licence, master, doctorat, les diplômes universitaires, ils s'échelonnaient en DUG pour les 2 premières années
licence pour la 3e, maîtrise pour la 4e année, et la 5e année était soit un DEA, alors ça devait être diplôme d'études approfondies, plutôt orienté vers la recherche, et les DESS, je ne sais plus l'acronyme, mais qui orientait plutôt vers la voie professionnelle. Ok. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi tu voulais faire une thèse et en particulier le sujet de ta thèse? Je n'ai pas vraiment choisi le sujet de ma thèse, ça se passe pas vraiment... En tout cas, dans mon cas, ça s'est pas passé comme ça. Faire une thèse parce que je voulais faire de la recherche et enseigner, donc c'est la voie, on va dire, principale pour faire ce genre d'activité. Mon directeur de thèse avait une bourse de thèse et me l'a proposé, il l'avait aussi proposé à un autre étudiant, et puis les choses ont fait que c'est moi qui suis restée en thèse. Donc j'ai fait une thèse sur la biologie d'une espèce de tourterelle qui est endémique des Caraïbes, la tourterelle à queue carrée, qui n'a pas la queue carrée, mais c'est pas grave, c'est son nom, à Dijon. Est-ce qu'il y a eu des moments, du coup, dans tout ce parcours que tu as fait où tu t'es sentie découragée pour suivre cette voie scientifique? Pendant ma thèse, mais on va pas aller trop sur ce sujet-là, je pense ça vaut pas trop le coup. En fait, une thèse, quand on soutient et qu'on devient docteur, c'est juste, ça ouvre des portes. C'est pas la fin du trajet. Et c'est après que les choses se compliquent pour obtenir un poste permanent en recherche. C'est marrant parce que dans ma tête, ça a toujours été un marathon dans le sens où il fallait continuer à avoir un poste, à être productif en recherche, gagner de l'expérience en enseignement de façon à pouvoir postuler efficacement sur les postes d'enseignant-chercheur, de maître de conférence. C'est un marathon, c'est long. J'ai soutenu en décembre 2009 et j'ai été recrutée en septembre 2015. Et du coup, au cours de toutes ces années, est-ce que tu t'es sentie parfois, toi, découragée toi-même du fait de la longueur de ce marathon, ou est-ce que tu as eu des expériences qui ont fait que ça t'a découragée, en fait, de continuer? Alors, j'ai eu la chance de faire un postdoc à l'INRA de Bordeaux qui était vraiment génial parce que la thématique sur laquelle je travaillais et sur laquelle je continue un petit peu à bosser était vraiment très intéressante, donc sur l'invasion du frelon asiatique. Dans une équipe où je me suis éclatée scientifiquement, c'était super, j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis aussi de bien publier, donc ça permet de gagner aussi en expérience et de gonfler le dossier. Après, oui, il y a eu des expériences un peu décevantes et difficiles à encaisser. Ça fait partie du jeu. J'ai la chance d'avoir toujours été très bien entourée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans un parcours. Finalement, c'est rare d'y arriver. Aujourd'hui, d'y arriver tout seul, il faut savoir aussi bien s'entourer. Il y a des personnes en qui on peut avoir confiance et d'autres en qui il ne faut surtout pas avoir confiance. Justement, oui, j'avais une question vis-à-vis de ça. Est-ce que tu penses que l'entourage a un rôle majeur à jouer en fait, dans ta réussite scientifique? L'entourage personnel, oui, deux, parce que j'ai toujours été soutenue par mes parents dans cette voie-là, même s'ils ne comprenaient pas vraiment où ça allait aboutir. L'autre facette du familial, c'est mon compagnon qui fait le même métier, qui a toujours réussi à me faire avancer. Sans pour autant m'écraser. On a un décalage en termes de carrière qui fait qu'il aurait pu m'écraser parce que c'est quelqu'un qui est brillant et qui réussit super bien, qui est un très bon enseignant, un très bon chercheur. Et il a toujours réussi à me faire avancer. Et à te laisser ta place aussi. Ouais, exactement. Est-ce que tu as déjà été confrontée dans ton travail à des remarques sexistes ou à des situations qui t'ont fait te sentir moins compétente que des collègues masculins? Alors des remarques sexistes, pas forcément, ou du moins plutôt des remarques patriarcales où c'est l'homme plus âgé qui a les bonnes réponses et c'est lui qu'on doit suivre parce que c'est lui qui est censé avoir raison même s'il se plante complètement. Ça, je pense que d'être une femme, une jeune femme, ça aide pas trop. Quand on n'a pas confiance en soi déjà à la base, c'est pas un métier qui aide à la prise de confiance. Voilà. Ouais. Après, ça rejoint un petit peu, je comprends ce que tu voulais dire dans le côté intraverti et extraverti, c'est que
Je pense que j'ai un côté où j'ai pas confiance en moi, mais en même temps, je sais ce que je vaux aussi, sans être prétentieuse ni rien. Je pense que je mène plutôt bien ma barque. Après, c'est aussi lié à des rencontres, à des personnes qui ont su m'aider aussi quand il le fallait. Mais en fonction des disciplines, et notamment en écologie évolutive, c'est compliqué d'être une jeune femme et peut-être en plus enseignant-chercheur. D'autant plus, tu trouves? Oui, il y a des fois, c'est ce que j'ai vraiment ressenti, d'être une femme jeune et enseignant-chercheur. C'était un complet décalage avec certains collègues. Après, dans l'absolu, j'ai pas besoin de leur avis. Chacun, mon avis sur eux, c'est mon problème. Et leur avis sur moi, c'est leur problème aussi, et ils en font ce qu'ils veulent. Et en dehors de la recherche, est-ce que tu as eu des expériences négatives du fait d'être une femme? Oui, quand on va chez le garagiste et qu'ils nous prennent pour des grosses billes, c'est toujours pareil, je fais une généralité, mais ce qui est traditionnellement des métiers d'hommes, quand ils voient débarquer une nana, c'est tout de suite, on peut pas, c'est pas possible qu'on ait des connaissances. Oui. Et puis pas possible qu'on arrive à comprendre ce qu'ils nous expliquent aussi. Voilà. Alors, une petite pause philosophique dans cet entretien pour te demander quel est l'endroit où tu te sens le mieux sur Terre. En fait, il y en a plusieurs, mais généralement, c'est à l'extérieur et avec personne autour. Voilà, que des animaux, la nature, si possible, à cheval, sur mon cheval en l'occurrence. Voilà. Et si tu devais écrire ton autobiographie, quel en serait le titre? Un titre à la con, mais arrête de te prendre la tête. C'est pas mal. Donc si on revient un peu à tes travaux de recherche, est-ce que tu as quelques résultats phares dont tu voudrais parler? Les résultats de la thèse d'Elva Fuentes. Alors, qu'est-ce que tu dirais de ta thèse? Moi j'ai déjà fait mon podcast, c'est ton tour. Mince. En résultat phare, il faut choisir. Non, ce qui est très marquant globalement des travaux qu'on mène sur les pesticides, c'est le fait qu'on en trouve partout, pas de façon homogène, même au sein des nichés de busards cendrés, où tous les poussins reçoivent grosso modo la même nourriture, en tout cas chassés par les mêmes parents. Ils sont au même endroit, ils ont des contrastes en termes de charge en pesticides qui est vraiment... c'est une différence qui peut être vraiment très importante, et avec des paramètres qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc on est dans un monde où cette contamination aux pesticides, on ne la maîtrise absolument pas, contrairement à ce qu'on a l'impression. C'est une pollution qui est complètement invisible en fait, parce que tant qu'on ne cherche pas, on ne sait pas. Et déterminer le pourquoi du comment, c'est quand même très compliqué, parce que multifactoriel. Et dans le lot avec des pesticides qui sont interdits depuis plus d'une vingtaine d'années pour certains. Et dans ta recherche, quelle place prend au quotidien ou globalement la formation et le transfert de connaissances? Et depuis quand aussi tu encadres? Depuis fort longtemps. J'ai eu ma première stagiaire quand j'étais en M2, donc c'était en 2006. Ça fait mal. Et après, j'ai régulièrement encadré des étudiants en licence, en master, et depuis que j'ai été recrutée en thèse. Je travaille aussi avec des postdocs. Je suis enseignant-chercheur, donc j'ai 50% en théorie de mon temps qui est dédié à la formation. En vrai, il y a quand même une charge administrative très, très importante. J'encadre aussi des diplômes. Donc ça représente une grosse partie de mon activité professionnelle. Et en fait, concrètement, la recherche, elle est faite par les étudiants que j'encadre et les postdocs avec qui je collabore, plus que par moi-même finalement. Et est-ce que tu pourrais nous décrire justement une journée type? Il n'y en a pas, parce que
Notre activité implique qu'on saute d'activités de recherche aux activités d'enseignement, aux activités administratives. Donc il peut y avoir des journées qui sont uniquement dédiées à l'enseignement, où je vais sur le site de La Rochelle, je fais mes enseignements toute la journée. Quand les enseignements sont terminés, ça me laisse le temps de pouvoir aller au labo, de faire autre chose. Et puis de faire aussi du terrain l'été pendant la saison de repro des Busards. Mais il n'y a pas de journée type. J'ai pas un emploi du temps défini. Et ça, par contre, c'est quelque chose que, pour moi, mon fonctionnement me convient tout à fait. Oui, c'est quelque chose que tu apprécies dans ton quotidien, dans ton travail. Ouais. La flexibilité d'organisation et le fait que on ne fasse pas toujours la même chose. Mais si tu devais quand même choisir une seule activité parmi toutes celles de ton quotidien, tu choisirais laquelle ? Et si je pouvais plus faire qu'une seule chose, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait j'aime tout. J'aime tous les aspects de mon travail. Les aspects administratifs, c'est pas ce que je préfère le plus, mais il y en a besoin. Il y a des côtés qui sont aussi très intéressants. Joker, je vais pas choisir. Chaque chose a ses inconvénients et ses avantages. Mais voilà, mais il y a des fois, il y a un cours, tu peux le faire depuis un certain temps, et en fonction des promos, ça se passe super bien, et d'autres fois tu te dis, wow, j'ai été nulle. Puis t'as des jours où le terrain, c'est pas foufou parce que les conditions météo sont difficiles. On travaille dans des parcelles de céréales en été, c'est pas toujours évident. Il y a de la mortalité sur les poussins parce qu'il y a de la prédation, même si on les protège, c'est jamais très agréable. Puis ce que j'aime bien dans les aspects recherche, c'est c'est la petite adrénaline quand on envoie les articles, qu'on a les retours des reviewers et que des fois on se fait jeter sévèrement, et d'autres où ça passe hyper bien et on est fiers du travail. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes hobbies et d'autres activités qui te sortent justement de ton cadre professionnel ? L'équitation. C'est ce qui m'occupe une grande partie du temps parce que j'ai des chevaux dont il faut s'occuper, un bébé et un plus vieux qui est lui au travail, et il n'y a aucune connexion en fait avec, en vrai il y en a, mais c'est un modèle animal sur lequel j'ai jamais voulu travailler ni m'y intéresser en tant que science, même si ça a quand même des avantages de connaître un peu le comportement animal. Mais c'est vraiment la seule chose qui me vide complètement la tête et qui m'empêche de penser la partie travail. Oui, ça te fait couper. Vraiment. Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais souhaité dire à ton toi du passé qui allait démarrer ce parcours scientifique ? Quelque chose que tu lui aurais dit de faire ou quelque chose que, au contraire, tu lui aurais dit de ne surtout pas faire ? Je sais pas vraiment parce qu'en fait, je pense que j'ai gardé la même ligne de conduite en fait à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire. J'ai gardé cette ligne de conduite et je pense... Je dis pas que mon parcours est exemplaire, loin de là. Il y a des boulettes, mais je regrette pas nécessairement d'avoir fait ces boulettes. Ça fait partie de l'apprentissage. Peut-être d'être un peu rassurée sur le fait que ça vaut le coup et que, ça vaut le coup de s'accrocher et de jamais laisser tomber et baisser les bras, même si aujourd'hui et dans les années à venir, ça va être c'est encore plus compliqué qu'au moment où j'ai été recrutée. Il y a de moins en moins de postes. Les financements, on sait, c'est quand même très compliqué. Mais c'est vraiment un super métier pour tous ces aspects, que ce soit l'enseignement et la recherche, tout ce qui gravite autour en fait. Et tu donnerais quoi comme conseil du coup à des jeunes femmes qui souhaiteraient démarrer une carrière scientifique ? De ne pas se laisser faire et si elles ont vraiment envie d'y arriver, de ne pas laisser tomber et de s'accrocher. Parce que ça sera compliqué. De ne pas se fermer de portes. Ce qui est compliqué parce que en fait, c'est des études qui amènent loin et pour avoir des post-docs, ça implique aussi qu'il faille potentiellement à un moment mettre sa vie privée de côté. Il faut savoir si on est prêt à mettre ça de côté. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué. Après, c'est des choix de vie, mais ça vaut le coup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, professionnellement ou personnellement ? Est-ce que tu as un objectif à atteindre prochainement ?
Essayer de continuer à garder la tête hors de l'eau. À court terme, ça serait ça. Sur le long terme aussi, de pouvoir continuer à avancer sur les questions qu'on se pose et puis que ça serve. Parce que je fais principalement de la recherche fondamentale pour comprendre des mécanismes. Enfin, on n'est pas rentré dans les détails, mais l'idée, c'est par le spectre des pesticides de comprendre leur effet sur le déclin des populations d'oiseaux et par extension sur l'ensemble de la biodiversité, y compris l'humain, et puis par le prisme aussi de ce que la biodiversité peut nous apporter à nous pour notre santé. Et donc de continuer à pouvoir avancer sur ces thématiques-là. Eh ben écoute, on va te souhaiter de réussir tous ces projets, tous ces travaux. Et merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi, et puis je te souhaite aussi une bonne continuation. Vous venez d'écouter Les sciences au féminin pluriel. Un grand merci au Common Lab de l'Université de La Rochelle pour leur soutien technique qui a permis la réalisation de ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes et je vous dis à très vite.